bang. He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. 19 novembre 2023. Stade Narendra Modi d'Ahmedabad à l'ouest de l'Inde. Finale de la Coupe du Monde de cricket 2023, 43e manche. Après quasi 8 heures de suspense, l'Australie dépasse la barre des 241 points et crée la sensation face à l'Inde. Champions, one and all. Toutefois, afin de mieux comprendre toute l'importance derrière cet événement, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur les vertus du cricket dans les relations indo-pakistanaises, nous allons découvrir ensemble que ce sport est aussi un terrain de conflit. Bonjour et bienvenue dans ce 6e et déjà dernier épisode de cette 20e série de Géopolitique où moi-même et mes deux invités du jour, à savoir Jean-Joseph Boileau et Abhijit Pandey, allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le cricket embrase ce conflit entre l'Inde et le Pakistan. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour dire au monde que ceux qui sont entrés dans cette mosquée n'étaient pas des Pakistanais, mais des soldats indiens, qui ont désacralisé notre livre saint et tué des fidèles musulmans innocents. Nous voulons dire à la communauté internationale que les mauvaises politiques de l'Inde sont la cause de l'hostilité entre nos deux pays. Si le cricket a énormément apaisé les tensions naissantes entre l'Inde et le Pakistan au sortir du régime colonial britannique, ce sport a de même alimenté le conflit. On en a parlé durant le 5e épisode, mais les signes de tensions diplomatiques se reflètent sur le carré vert dès les années 50. Durant cette décennie, pour les deux camps, il ne fallait vraiment pas perdre face à l'ennemi au risque de débordement chez ses supporters. Le tournant intervient toutefois en 1965, lors de la première guerre indo-pakistanaise, suivie d'un nouvel épisode en 1971. Plusieurs années, au cours desquelles ce lien traditionnel que représente le cricket a été brisé. Et par la suite, ce sport est devenu un miroir. Le regarder permettait de savoir où en était le conflit. Ce sport devenant un véritable prolongement de ce différend. Lorsque l'Inde, par exemple, décide de couper les ponts à la suite d'attaques terroristes à la fin des années 70, cela peut se traduire comme une sorte d'avertissement. C'est un peu comme si le gouvernement disait au Pakistan « Attention, là, vous êtes tout proche de franchir la ligne rouge ». Mais au-delà des sphères bureaucratiques, le cricket était déjà utilisé par la population pour passer des messages forts. Là aussi, un exemple saisissant réside dans l'action des militants du parti politique indien Shiv Sena en 1991. À la veille d'un match de la sélection pakistanaise en terre indienne, ces derniers ont déterré, saccagé le terrain du stade Wankhede. La conséquence était alors directe, la tournée a été annulée. Un outil de protestation répété de même en 2000. Sans compter tous ces appels juridiques régulièrement mis en place afin de suspendre les liens avec le Pakistan dans le monde du cricket. On n'est pas suffisamment attentif au fait que l'intensité des matchs suit assez finalement la conjoncture politico-militaire, mais aussi l'inverse. C'est-à-dire que la conjoncture politico-militaire épouse la façon dont les rivalités peuvent être, ou la haine peut être diminuée, temporisée par le fait qu'on va se défouler en ayant vu un match. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes.
Au sortir des guerres de 1965 et 1971, la relation entre les deux parties s'apaise au fur et à mesure du temps. D'où le fait que les Men in Blue et les Men in Grid se jouent régulièrement. Mais un peu plus de 2 ans après le conflit de Kargil, un événement à l'autre bout du monde va à jamais changer l'histoire des relations indo-pakistanaises. Alors que le monde a les yeux rivés sur Manhattan, en Inde, les autorités regardent davantage du côté de leurs voisins. Au-delà de changer profondément l'ordre mondial, le 11 septembre 2001 met en exergue le vivier de groupuscules terroristes qui se trouvent au Pakistan. Si un rapprochement est à noter autour de l'année 2003, divers attentats scellent définitivement les liens diplomatiques entre les deux puissances nucléaires. Celui de Bombay, en 2006, s'élève par exemple à plus de 700 blessés pour au final 200 morts. C'est énorme et ce n'est hélas que le début. En 2006, l'Inde refuse toute reprise de dialogue avant que les autorités pakistanaises ne jugent les responsables des membres du Lashkar et Toiba. En 2007, se tient la dernière tournée bilatérale complète entre les deux sélections. En 2008, un nouvel attentat meurtrier frappe l'Inde à Mumbai, puis enfin en 2009, le sous-continent refuse d'affronter les Green Boys tout en interdisant la présence des joueurs pakistanais dans l'Indian Premier League. La séparation du Raj, le Cachemire, le Junagadh, l'Himalaya, bientôt 80 ans après la décolonisation, ces points de tension n'ont toujours pas été réglés. Pendant longtemps, l'Inde a beaucoup essayé, les deux pays ont beaucoup essayé de faire une diplomatie du cricket, mais ça n'a pas été sans problème. Par exemple, en 1989, quand il y a eu une série bilatérale au Pakistan, les joueurs indiens sont allés au Pakistan et le capitaine de l'équipe de l'Inde a été attaqué par des fans pakistanais. Et donc, depuis ça, l'équipe de l'Inde ne voulait plus participer à des matchs au Pakistan. Un peu à l'image de l'Inde, au fur et à mesure, la Fédération pakistanaise de cricket va elle aussi prendre des vertus politiques. Et comme en Inde, son dirigeant est un homme très proche du pouvoir car il s'agit de Mohsin Raza Naqvi. On parle ici ni plus ni moins que de l'actuel ministre de l'Intérieur du Pakistan. Et s'il n'existe pas de déclaration officielle dans laquelle ce dernier expose ouvertement son opposition à l'Inde, il s'inscrit pleinement dans la ligne gouvernementale mise en place par Asif Ali Zardari, qui reste encore assez hostile envers son voisin indien. D'ailleurs, selon l'analyste indien spécialisé dans les questions de défense et ancien membre de l'armée Sushant Singh, au lieu de, je cite, tisser des liens fraternels et de favoriser les contacts entre les peuples, le terrain de cricket est désormais devenu le théâtre où se jouent les fantasmes nationalistes. Ce, entre guillemets, fantasme nationaliste dont parle Sushant Singh se traduit sur la pelouse par des confrontations se transformant en une sorte d'amphithéâtre romain dans lequel deux gladiateurs jouent leur vie. L'un des exemples les plus notoires remonte à ce match test fin février 1999. L'Inde reçoit alors le Pakistan, après 12 ans de refroidissement entre les deux sélections. Pour vous montrer à quel point cette rencontre est synonyme de politique, c'est l'ex-secrétaire aux affaires étrangères qui faisait office de manager de l'équipe pakistanaise pour éviter tout incident diplomatique. Le tout lors d'un voyage sous très, mais vraiment très haute sécurité.
Et au sein d'un Eden's Garden rempli de 70 000 spectateurs en furie, les Men in Green créent la sensation face aux Men in Blue. Autant vous dire que cette défaite frôle le drame national en Inde. Mais aujourd'hui, supporter l'équipe du Pakistan en Inde revient à, je cite, faire sédition selon bon nombre de dirigeants nationalistes. Et encore récemment, en 2021, des étudiants musulmans se sont vus arrêter et exclure de leur école pour avoir fêté une victoire pakistanaise. Et les joueurs indiens, comme pakistanais, sont systématiquement taxés de traîtres et menacés de mort sur les réseaux sociaux par certains fans lorsque ces derniers perdent contre la nation ennemie. C'est une folie totale, un classique qu'il est impossible de calquer dans le monde du football par exemple. Je pense qu'il y a un grand aspect économique aussi lié à cette question de politique Inde-Pakistan, parce que malgré les attentats et malgré les réponses indiennes et les ruptures de dialogue entre les deux pays, à chaque fois qu'il y a un tournoi international, l'Inde et le Pakistan, ils sont dans le même groupe. Cela est assez bizarre, mais le fait qu'ils soient dans le même groupe, ça permet d'avoir des matchs entre l'Inde et le Pakistan, et ça permet à la fédération de gagner plus d'argent. Par exemple, pour la période jusqu'à de 2024 à 2027, donc c'est JioStar qui a acheté les droits de diffusion. Ils ont payé 3 milliards de dollars à la fédération indienne pour avoir les droits de diffusion. Donc il y a aussi cet grand aspect financier qui pousse la fédération indienne de cricket d'avoir plus en plus de matchs Inde-Pakistan parce qu'ils savent qu'il y aura une grande audience. Mais de l'autre côté, il y a quand même cet aspect politique où les politiciens essayent de dire non, on veut pas de dialogue avec le Pakistan, non, on veut pas jouer avec le Pakistan. Mais derrière, l'ironie, c'est que on continue à jouer avec le Pakistan et à chaque fois qu'il y a un match, c'est sur un terrain neutre. And it is victory for India. Their 8th Asia Cup final victory. And what a victory it is. India win by 10 wickets. Les tensions ont passé à un nouveau cap depuis le début de la décennie, de par notamment 2 importants incidents survenus durant 2 compétitions internationales. Cela marque en réalité le prolongement de nouveaux affrontements survenus dans le nord de l'Inde avec les attaques d'Uri en 2016, suivies de la révocation de l'autonomie du Cachemire indien par Narendra Modi en 2019. L'histoire commence en octobre 2021, à la suite d'une réunion de l'Asian Cricket Council, durant laquelle le Pakistan reçoit la confirmation que la Coupe d'Asie 2023 se tiendra sur son territoire. À peine terminé, le secrétaire du Conseil de contrôle du cricket en Inde annonce que sa sélection ne traversera pas la frontière. Sauf que quelques semaines après cette Coupe d'Asie 2023, se déroulera la Coupe du Monde organisée en Inde. Alors forcément, en décembre 2022, c'est au tour du président du Pakistan Cricket Board de brandir l'arme du boycott. Cependant, l'absence de l'une des 2 équipes à ces événements aurait une telle ampleur que les diverses institutions ont dû négocier. Pour la Coupe d'Asie, l'Inde a tout simplement disputé l'ensemble de ses matchs en terrain neutre, comme ils aiment le qualifier. Si bien que la finale remportée par les Men in Blue a finalement eu lieu au Sri Lanka. Et pour la Coupe du Monde, les Pakistanais acceptent d'y participer. Mais à quel prix ? Entre flou organisationnel et mauvaise gestion des ressources, les Men in Green n'ont vraiment pas été gâtés par les organisateurs. Et les journalistes pakistanais, c'est pareil. Ils ont eu d'énormes difficultés à obtenir des visas notamment. Et comme à chaque fois qu'il y a une compétition internationale, on a l'impression que le destin force pour que les 2 sélections s'affrontent. Résultat, ça a été le cas lors de la Coupe du Monde de cricket. Les audiences ainsi que les recettes ont de nouveau explosé. Et sur plus des 130 000 supporters présents au stade, seuls 4 soutenaient le Pakistan.
alors que 7 ans plus tôt, en Inde, les visiteurs pakistanais avaient pu venir en nombre. Mais jusqu'à là, la politique ne s'est pas vraiment invitée sur le terrain. Du moins, avant l'année 2025. Aujourd'hui, le dernier bilatéral, comme ils appellent ça en cricket, donc c'est deux pays qui ont joué entre eux. Le dernier, entre l'Inde et le Pakistan, date de décembre 2012. Donc depuis décembre 2012, il n'y a pas eu de match bilatéral entre l'Inde et le Pakistan. Les seules fois où ils ont joué les uns contre les autres, c'est dans les compétitions, genre les Coupes du Monde, la Coupe d'Asie, la Trophée des Champions. Tous les matchs des Trophées des Champions devaient être tous au Pakistan, mais grâce à sa dominance et son pouvoir financier, l'Inde a réussi à changer le stade pour ces matchs. Donc tous les matchs de l'Inde étaient à Dubaï pendant la Trophée des Champions, mais les matchs pour toutes les autres équipes étaient au Pakistan. Donc il y a quand même cette ironie dans les relations parce que, comme je le disais, la politique et les politiciens veulent qu'il n'y ait plus de contact entre l'Inde et le Pakistan, mais la question économique et financière veut que il y a toujours un contact, car ça crée de l'argent grâce aux vues que ça peut générer sur les chaînes télé, sur les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que très peu de choses dans la vie sont supérieures à l'esprit sportif. Je l'ai dit lors de la présentation, nous sommes solidaires de toutes les victimes de l'attaque terroriste du Pahalgam et nous sommes également solidaires de toutes leurs familles. Pour comprendre l'enjeu derrière cette finale de la Coupe d'Asie 2025 entre l'Inde et le Pakistan, il faut remonter quelques mois en arrière. Le 22 avril 2025, 5 terroristes du groupe islamiste armé pakistanais Lashkar et Taiba ont abattu 25 Indiens ainsi qu'un Népalais à quelques pas de la frontière. Aussitôt, l'Inde accuse son voisin de soutenir ce groupuscule sans pour autant avoir de preuves concrètes. Déjà bien abîmées, les relations entre les deux puissances nucléaires prennent un gros coup derrière la tête. L'Inde suspend le traité des eaux de l'Indus, restreint les visas accordés aux citoyens pakistanais et expulse des conseillers militaires de l'ambassade du Pakistan à New Delhi. Islamabad appelle à éviter toute escalade, puis dès le lendemain annonce une série de mesures de représailles, dont notamment la fermeture de sa frontière ainsi que de son espace aérien au transit indien. C'est dans ce contexte bien tumultueux que les Men in Blue affrontent les Men in Green le 28 septembre 2025. Une première à ce stade de la compétition qui verra l'Inde remporter le Graal. Mais ce que tout le monde retiendra de cette rencontre, c'est l'après-match. Au lieu de l'habituelle poignée de main entre les deux équipes, les Indiens décident d'immédiatement quitter la pelouse. Une décision choc prise par l'équipe selon le capitaine Suryakumar Yadav. En réponse, le capitaine pakistanais Salman Ali Agha n'a pas assisté à la cérémonie d'après-match. Quand Moshin Naqvi, oui encore lui, déclare qu'il est extrêmement décevant d'être témoin aujourd'hui d'un tel manque d'esprit sportif. Et comme si cela ne suffisait pas, l'équipe indienne a refusé d'accepter le trophée des mains du président de l'ACC, qui, vous l'aurez deviné, s'appelle Moshin Naqvi. Donc l'Inde a gagné cette Coupe d'Asie, mais le président du conseil de cricket asiatique était un Pakistanais, donc l'Inde a refusé de recevoir la trophée parce qu'elle ne voulait pas recevoir une trophée aux mains d'un Pakistanais. Donc le trophée reste toujours à Dubaï, dans le bureau de ce président, et l'Inde ne l'a toujours pas avec elle, malgré le fait qu'elle ait gagné le tournoi. Obviously, we were ready to shake hands at the end of the game.
Nous étions prêts à leur serrer la main à la fin du match. Nous avons forcément été déçus que l'Inde ait refusé de le faire. C'est une façon décevante de finir le match. L'Indian Express dit que l'Inde a redéfini les limites de l'esprit sportif. La Tribune parle d'une déclaration forte. Et le New York Times estime que se camoufler sur un terrain de cricket illustre l'idée que les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont atteint un nouveau sommet. Jusqu'à maintenant, jamais le cricket n'avait explicitement été utilisé comme un outil de revendication, comme une arme politique. Mais désormais, de frontières, il n'en existe plus. Durant ce court laps de temps, les athlètes se sont métamorphosés en pions politiques, diluant ainsi l'essence même du sport. Pire, cette décision, soutenue par la fédération indienne, illustre toute l'hypocrisie de certains hauts membres. Car selon certaines rumeurs, les joueurs ne souhaitaient pas disputer ce match. L'ancien joueur de cricket Suresh Raina a d'ailleurs amplifié cette affirmation. Dans ce cas bien précis, l'aspect lucratif du sport a pleinement été exploité tout en injectant de la politique. L'experte Sharda Ugra a par exemple suggéré qu'un forfait complet aurait été une position plus audacieuse qu'un simple camouflet partiel. Le bon déroulement de cette partie revêt uniquement des millions de dollars que cette affiche peut rapporter. De tels points de vue soulignent à quel point le cricket, véritable outil de soft power de l'Inde, est de plus en plus utilisé comme une arme. Et pour finir sur ce dernier chapitre en date, ce refus a aussi et surtout expulsé le plus important, à savoir l'énorme performance sportive pondue par l'Inde. Les Men in Blue ont quand même limité les Men in Green à seulement 127 points et personne n'en a parlé, à contrario de cette poignée de main. La politique a pour la première fois totalement pris le dessus sur le sportif. Je dirais que non, ce moyen de résoudre les conflits grâce au cricket, ça n'a pas vraiment fonctionné. On le voit aujourd'hui. En septembre 2025, il y a eu la Coupe d'Asie. Donc ça, c'était environ 4-5 mois après le conflit qu'il y a eu entre l'Inde et le Pakistan au mois de mai 2025. Donc, si on veut parler de la diplomatie du cricket, la Coupe d'Asie aurait dû être un moyen pour les deux pays d'oublier et de continuer dans les relations diplomatiques. Mais au contraire, les tensions géopolitiques, elles se sont introduites sur le terrain du cricket parce que les joueurs des deux équipes ont refusé de se serrer la main. Ce que le monde considère comme inacceptable ne devrait pas se produire. Cela vaut certainement comme le soutien étatique au terrorisme transfrontalier. Accueillir Oussama Ben Laden et attaquer un parlement voisin ne saurait non plus servir de référence pour faire la leçon devant ce Conseil de l'ONU. Hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. Le cricket a autrefois comblé les divisions. Souvenez-vous des tournées qui ont permis de détendre les relations entre l'Inde et le Pakistan après la partition. Mais ce 28 septembre 2025 semble avoir marqué un point de non-retour. Cette absence de poignée de main est comme le dernier coup de pelle recouvrant entièrement le cercueil de la diplomatie du cricket qui aura finalement été un idéal inatteignable. Tout comme cette recherche de normalisation des relations indo-pakistanaises. Osman Samnoudine, rédacteur en chef chez ESPN Cricinfo et auteur de The Unquest Once, A History of Pakistan Cricket, a déclaré que les deux pays étaient désormais entrés dans une ère où, je cite, « le contraire de la diplomatie du cricket est en train de se produire ». Et en effet, étant donné les régimes en place dans les deux pays, il paraît à l'instant T difficile de retrouver dans un avenir proche cette ancienne camaraderie sportive, tant sur
qu'en dehors du terrain. On peut vraiment comprendre les relations entre les pays grâce au cricket. Si des pays jouent au cricket entre eux, ça veut dire qu'ils ont de très bonnes relations. Mais s'il y a une rupture, s'il n'y a pas du tout de contact, ça veut dire que les relations sont assez froides. Et en Asie du Sud, l'exemple est parfait parce que l'Inde soutient beaucoup l'équipe du cricket d'Afghanistan. Mais comparé à cela, il n'y a plus du tout de contact entre l'Inde et le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Et donc voilà, ça reflète un peu la réalité géopolitique. Aujourd'hui, je pense pas que la diplomatie du cricket fonctionne tant qu'il n'y aura pas de bon contact entre les pays à un niveau diplomatique. Ce sera impossible d'avoir un match de cricket tout en paix en fait, parce que même quand il y a des matchs Inde-Pakistan, on voit que sur les réseaux sociaux ou même sur les chaînes de télé, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Donc je pense que là, on est à un stade de politique entre les deux pays et de relations entre les deux pays où c'est vraiment difficile de réparer la destruction grâce à une diplomatie de cricket. C'est ainsi que s'achève ce récit long de 6 épisodes. Décennie après décennie, le cricket n'a cessé d'ajouter une nouvelle flèche politique à son arc déjà bien rempli. Et hélas, on a de plus en plus l'impression qu'il s'agit que du début.